La politique, Anne Hidalgo est officiellement la candidate du Parti Socialiste à la présidentielle. Mais qui elle est celle-là ? Jean-Luc Mélenchon a déclaré qu'il se sentait une vocation de candidat commun à la gauche en 2022. Je suis prêt et je propose ma candidature. C'est la meilleure chance de ne pas avoir de gauche au second tour de l'élection présidentielle. D'abord, le deuxième tour, ça sera avec moi. C'est pas non plus la peine de me demander 10 fois comment ça va. Comment ça va, vous n'avez qu'à le voir. Ça va. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Il est passé aux 20h de TF1 sans attirer les foules, puisque la différence avec le 20h de France 2 n'a été que de 400 000 téléspectateurs. Un 20h où le candidat de la France Insoumise a dévoilé une partie de son programme. Le SMIC à 1 400 €, plus une retraite en dessous du salaire minimum, une allocation étudiant de 1 000 € pour les étudiants non rattachés au foyer fiscal de leurs parents, la titularisation des 800 000 contractuels de la fonction publique et la limitation des CDD à 5% dans les grandes entreprises et 10% dans les petites, plus la fin du pass sanitaire. Dans le même temps, dans un sondage Harris Interactive publié hier, les positions de gauche restent figées avec toujours Jean-Luc Mélenchon avec 10%, devant Yannick Jadot avec 9%, loin devant Anne Hidalgo à 4%, d'où notre grand débat. Jean-Luc Mélenchon est-il le meilleur candidat à gauche? Et vous êtes 63,2% à dire oui. Avec nous pour en débattre, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Manifestement, depuis le début des sondages, c'est toujours ce trio à gauche, Mélenchon sur la plus haute marche du podium, Jadot sur la seconde et Anne Hidalgo sur la troisième. Est-ce que c'est bon signe pour lui ? Bon, en tout cas, c'était prévisible, parce que faut jamais oublier que la présidentielle, c'est toujours le rendez-vous entre un homme, une femme et un peuple. Et que l'incarnation, la capacité à incarner une candidature est essentielle, même beaucoup plus importante, on peut le déplorer, que le programme. Et en termes d'incarnation, Jean-Luc Mélenchon, c'est une personnalité clivante, disruptive, mais une vraie personnalité. Et puis, il a déjà derrière lui 2 candidatures. Il a un score qui lui avait presque permis, à 600 000 voix près, d'être au second tour en 2017. Donc, c'est plutôt bon signe pour lui de se retrouver à nouveau en tête des candidats de la gauche. Ce qui est moins bon signe, c'est que il est beaucoup moins bien placé qu'il ne l'était à pareille époque lors des élections précédentes en 2017, et qu'il a surtout face à lui un candidat qui est le candidat communiste, Fabien Roussel, qui est un bon candidat et qui de toute manière, mécaniquement, va lui prendre un certain nombre de voix. Je pense que de manière paradoxale, même si Fabien Roussel n'est pas forcément appelé à réaliser un très gros score, c'est peut-être lui qui sera le principal adversaire de Jean-Luc Mélenchon pour que Jean-Luc Mélenchon puisse espérer être au deuxième tour. Philippe Bilger. Mon cher Jean, je suis pratiquement comme toujours d'accord avec vous, mais j'aurais voulu répondre à la question de Sud Radio comme André Gide répondait à la question sur le plus grand poète français. André Gide répondait Victor Hugo, hélas. Eh bien, on pourrait dire Mélenchon sera évidemment le plus performant à gauche, d'abord parce que vous l'avez dit, c'est tout de même une personnalité qui a du talent, une aptitude à l'oralité et un cul au monstre. Mais ce qui me paraît le plus important, et vous l'avez dit, c'est qu'en réalité, ce qui aurait pu être un passif pour lui, le fait qu'il a tout de même un grand passé classique derrière lui et que ça pourrait représenter un handicap pour quelqu'un qui prétend d'une certaine manière faire la révolution politique en France, ne peut jamais lui être opposé, parce que face à lui, en dehors de Yannick Jadot qui est tout à fait estimable mais a l'air d'avoir du mal à pousser les feux, eh bien il n'y a personne qui en réalité est capable de lui damer le pion. Et donc je crois que c'est la grande chance de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Jean Garrigue. Oui, je suis évidemment d'accord avec mon très cher Philippe Bilger, comme souvent.
Mais il y a d'abord un problème majeur, c'est celui de la gauche dans son ensemble. Parce qu'une gauche à ce niveau-là, autour de 25, peut-être 30% d'intention de vote, c'est plutôt 25 que 30, c'est quelque chose d'historiquement tragique pour l'histoire de la gauche, en tout cas de cette gauche. Parce qu'on peut penser qu'il y a des hommes de gauche ailleurs. Pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, ce qui est clair aussi, c'est que comment dire ça, depuis la campagne de 2017, qui avait été une campagne où il avait su trouver des accents de rassembleurs républicains autour de valeurs qui pouvaient faire sens. Il s'est quand même, je dirais, perdu dans les années qui ont suivi, depuis 2017, dans des outrances, des exagérations, voire du complotisme, et que on a pu douter, et surtout il y a 1 ou 2 ans, vraiment au sein même de la France insoumise, il y a quand même beaucoup de gens qui commençaient à remettre en cause son leadership, et légitimement, parce qu'en plus, bien le roi commence à être en déclin, et les prétendants au trône se bousculent. Il y a des gens assez brillants, comme Adrien Quatennens, par exemple, député du Nord, semble le plus brillant de la bande. Et on peut quand même se poser des questions sur un parti qui veut incarner le progrès, la transformation radicale, etc., et qui reste auto-centré comme ça sur un monarque un peu déclinant et qui parfois perd un peu ses nerfs. Donc ça pose des problèmes. Lydia Guirousse. Oui, en ayant comme leader Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même tenu des propos et qui a eu des postures, des attitudes qui étaient franchement pas très républicaines et qui l'ont, à mon sens, discrédité. Moi, j'ai l'impression que l'image du parti, l'image de Jean-Luc Mélenchon est trop abîmée pour qu'il puisse représenter et rassembler à gauche, et que ça va faire comme les précédentes élections où il est très bon. Il est très bon tribun, très bon débatteur. Donc on le voit assez haut dans les sondages, et puis à la fin, résultat des courses, il n'arrive pas au niveau auquel on l'attendait, et c'est la grande déception. Et c'est pour ça qu'il avait eu, lui-même l'avait dit, il avait vécu une dépression après la dernière élection, puisque le score n'était pas celui auquel il s'attendait. Est-ce que la gauche et même la France insoumise ne ferait pas mieux de se tourner vers d'autres leaders? Et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir au sein de la France insoumise une forme de division avec ceux qui gardent encore une vision républicaine et ceux qui sont partis dans des coucheries avec notamment les islamistes, puisque beaucoup d'entre eux, et notamment Jean-Luc Mélenchon lui-même, n'ont pas hésité à défiler bras dessous avec des membres du CCIF et d'autres associations. Comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissous depuis par Gérald Darmanin. On va faire réagir Jean Garrigue, et après on aura Tom Conan qui va réagir. Non, mais c'est évident qu'il y a une ligne, d'ailleurs incarnée par Jean-Luc Mélenchon, qui a eu une attitude quand même très suspecte par rapport à ces associations qui flirtent avec l'islamisme, et par rapport à la notion de laïcité, d'ailleurs, où il est en complet désaccord avec le Parti socialiste, qu'il attaque en permanence avec Anne Hidalgo. Et avec ce qu'il a pu être lui-même. Il y a quelques années. Et avec effectivement ce qu'il a pu être lui-même, puisque il était l'incarnation même de cette ligne laïque et républicaine il se voulait l'incarnation de cette ligne dans le Parti socialiste. Il y en a d'autres qui auraient pu y prétendre aussi tout autant que lui et qui sont restés plus fidèles à ça. Donc non, véritablement, là, il s'est perdu sur cette ligne. Et de toute manière, il n'est pas question pour lui, le répète Hakim Yemini, il n'est pas question d'union de la gauche. Pas question d'union de la gauche, dans une gauche qui est extrêmement divisée, avec Fabien Roussel qui est là, et je le répète, Fabien Roussel qui incarne quelque chose finalement de beaucoup plus serein et de beaucoup plus fréquentable que pour beaucoup d'électeurs, me semble-t-il, que Jean-Luc Mélenchon, avec un Yannick Jadot qui peut se prévaloir d'une poussée incontestable des écologistes. Je vois difficilement Jean-Luc Mélenchon en leader incontesté de la gauche.
concret, moi, ça me semble pas gênant qu'il ait finalement varié depuis pas mal d'années, effectivement, avec son passé en tant que sénateur, etc. Et puis après, effectivement, une forme de radicalité qu'il a pu affirmer dans son discours et dans son programme politique. Parce qu'en réalité, c'est pas un idéologue, je veux dire, c'est pas un théoricien, c'est pas un philosophe, Jean-Luc Mélenchon. C'est un praticien en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est un homme politique. Donc le fait qu'il ait varié sur pas mal de positions, effectivement, sur la laïcité, en effet, qu'il soit un peu dans un tournant un peu woke depuis quelques mois, quelques années, c'est pas forcément gênant en soi d'un point de vue stratégique, parce qu'aujourd'hui l'enjeu, je parle pas d'un point de vue du fond et d'un jugement normatif par rapport au fond, mais d'un point de vue stratégique aujourd'hui, il essaye effectivement de ratisser large, et en effet aujourd'hui à gauche, la dimension écologiste, la dimension woke, peu importe comment on l'appelle, la dimension inclusive, etc., et effectivement les questions autour du communautarisme sont assez centrales pour pouvoir effectivement fédérer un électorat. Donc je pense qu'en fait il est dans ce type de problématique. Il voit, moi je m'en souviens en cours, on regardait, il y avait un cours de stratégie de campagne que j'avais, et on regardait l'électeur médian. L'électeur médian, c'est en fait un électeur qui en soi n'existe pas, mais qui correspond à droite ou à gauche par exemple, ou au centre, où vous voulez, un petit peu aux opinions moyennes qui se propagent dans un certain électorat, dans une certaine sociologie. Et je pense que c'est exactement ce que fait Mélenchon. Donc il ne faut pas forcément se triturer le cerveau pour savoir est-ce que c'est cohérent ou pas. Tout ce qui importe, c'est est-ce que stratégiquement ça peut faire gagner son camp. Et là-dedans, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément aussi mauvais que vous le dites. Jean Garrigue, et après Philippe Bilger, et après Lydia Guirousse, qui veulent tous réagir. C'est pas une question de mauvais ou de pas mauvais, c'est de savoir quelles troupes peuvent le suivre. Vous avez raison sur cette inflexion vers un potentiel électorat qui se retrouverait sur les idées wokistes, intersectionnelles, décolonialistes, etc. On peut imaginer, et c'est même certain, que sa stratégie va dans ce sens. Mais les électeurs, ils ont aussi besoin d'une cohérence, et puis ils ont une histoire. Et ils se souviennent de cette histoire. Et ils ont besoin aussi d'une cohérence de la part de leur candidat. Et puis, je le répète, il y a une question d'espace. C'est-à-dire que même si Jean-Luc Mélenchon réussit à capter une partie de cet électorat, même s'il réussit peut-être à retrouver une partie de l'électorat de la France insoumise qui s'est abstenu lors des élections partielles, et ça a été un gros problème pour eux, notamment au municipal et ailleurs, d'ailleurs pas seulement au municipal, au régional aussi. Je pense que la manière dont l'axe de la vie publique aujourd'hui, de la vie politique, s'est déporté vers la droite, est de toute manière un handicap très, très fort pour lui, c'est-à-dire qu'il peut être un candidat de témoignage, il pourrait même grimper un tout petit peu dans les sondages par rapport à ce type de candidature, mais je pense qu'il atteindrait très vite un plafond de verre, parce que sur beaucoup de points qui sont cruciaux dans le débat actuel, il n'est pas en cohérence, me semble-t-il, avec une grande majorité de l'électorat. Jean Garrigue, je donne la parole à Philippe Bilger, dont je vous apprends peut-être qu'il est cisgenre et binaire, comme on parlait de wokisme. Philippe Bilger. Jusqu'à preuve du contraire. L'électeur a besoin de cohérence, Jean vient de le rappeler, mais je dirais que la personnalité politique elle-même, qui aspire aux plus hautes ambitions, a besoin de cohérence par rapport à elle-même. Et là, je répondrai à Tom, on a beau n'être pas philosophe en politique, il faut que les évolutions, les adaptations demeurent relativement stables et, j'allais dire, fiables et opératoires. Il est assez paradoxal tout de même de voir Jean-Luc Mélenchon avoir adopté depuis quelque temps un terreau, un genre, un registre qui sont aux antipodes de ceux qui lui ont si bien réussi il y a quelques années. Jean Garrigue. Et après Lydia Guirousse. Évidemment, je souscris à cette idée, mais prenons l'hypothèse, et je crois votre collaborateur a raison d'en parler, Tom, que je ne connais pas, mais que je salue. Débatteur, mais qui est un excellent débatteur. Tout à fait pertinent. Il est radical. Et bien retenu ses coups. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, même si la stratégie
en ce moment est peut-être opératoire pour lui, je le répète, il sera de toute manière bloqué de tous les côtés. Enfin, du côté du Parti communiste, du côté des socialistes et des écologistes qui ne voudront pas d'alliance avec lui. Et puis, il y aura ce plafond de verre de la gauche, de toute manière. Donc, si vous voulez, je ne vois qu'une sorte de baroud d'honneur essayant de rassembler différents électorats, celui de la protestation sociale et celui du wokisme, pour simplifier, mais qui ne suffira pas, à mon sens, à le faire grimper là où il était, par exemple, en 2017. 18%. Lydia Guirousse. Oui, depuis tout à l'heure, nous n'avons pas cité Arnaud Montebourg. Et je me demande comment vous voyez la campagne d'Arnaud Montebourg. Est-ce que vous pensez qu'il peut rebondir? Je vais résumer. Est-ce qu'il peut faire son miel de cette campagne, Jean Garrigue? Alors, finalement, vous devriez rire, Jean. Non. Oui, c'est vrai. Vous n'avez oublié. J'avais oublié qu'il était producteur de miel. C'est un entrepreneur. Apiculteur, oui, apiculteur pour 2-3 ans. Mais non, j'étais concentré sur la réponse qui est complexe, parce que le paradoxe avec Montebourg, c'est qu'il est au fond à gauche celui qui serait le plus en adéquation avec un certain nombre de thèmes qui sont aujourd'hui partagés par la majorité de la population. Même dans sa provocation maladroite sur la question des transferts Western Union. Voilà, les transferts Western Union, qui étaient manifestement en plus discrédités par le fait qu'elle serait pas forcément très opératoire, et qu'elle n'aurait pas forcément beaucoup de résultats, mais qui en plus paraissait socialement très injuste. Mais ce type de positionnement d'Arnaud Montebourg, souverainiste, identitaire, autoritaire, etc., ce sont des thèmes qui séduisent aujourd'hui, pas seulement les Émouriens. Jean Garrigue, il nous reste même pas une minute. Tom Conan, et vous lui répondez en moins d'une minute. Là, faut être express. En fait, c'est juste pour rappeler que Mélenchon, pour moi, est aussi peut-être victime d'une forme de distorsion entre le monde numérique et le monde réel. Pourquoi? Parce qu'il est très actif sur les réseaux sociaux, il est très actif sur YouTube notamment. J'ai regardé aujourd'hui, il a 601 000 abonnés, ce qui est absolument considérable, ce qui est massif. La plupart de ses vidéos sont vues, effectivement, elles sont souvent intéressantes et elles sont souvent assez longues, analytiques, par des centaines de milliers ou de personnes, voire des millions de personnes selon le cas. Sauf qu'effectivement, il y a un peu un biais, c'est que sur Internet, c'est pas le même électorat. C'est-à-dire que vous avez quand même une moyenne d'âge qui est beaucoup plus faible. Et en effet, je pense que sur les sujets du wokisme, sur les sujets qu'on a évoqués là, il est beaucoup plus populaire peut-être sur Internet que dans le monde réel, si j'ose dire. Jean Garrigue, en 10 secondes. Complètement d'accord. Il est typiquement un candidat des réseaux sociaux. Ça lui avait réussi en 2017. D'ailleurs, il avait percé grâce aux réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je le répète, ça opère une distorsion avec la France réelle, la France profonde, qui ne partage pas du tout ces idées. Merci beaucoup, Jean Garrigue, historien et président du comité d'histoire parlementaire. Verdict sur Twitter: Jean-Luc Mélenchon est-il le meilleur candidat à gauche? Vous dites oui à 67,6%. De suite, on retrouve Philippe Rossi. On va prendre la direction du Gard.